Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Expérience Client de Biarritz. Nous sommes le 25 avril et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. E-commerce 2025, BNPL, durabilité, nouvelles tendances à découvrir sur e-commerce mag. Les jeunes et le luxe, une expérience qui évolue à lire sur e-marketing. Nose, notre objectif est clair, devenir le leader mondial de l'achat en déstockage, à découvrir sur République Retail. Kering, les ventes baissent de 14% au premier trimestre, plombé par Gucci, à lire sur Fashion Network. Et enfin, Kabaya change d'échelle avec un nouveau concept laboratoire au cœur du Marais, à lire sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Par ailleurs, cette semaine, je vous invite à découvrir l'épisode 217 dans lequel je reçois Alexandra Tilges, la fondatrice de la marque de maillots de bain pour femmes Anja Paris. Un parcours entrepreneurial riche en insights à surtout ne pas manquer. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Amazon muscle son ancrage en France, Fnac Darty rassure, Kering chute, l'Europe régule. L'actualité de la semaine a été marquée par une série d'annonces fortes dans le retail, la mode et la tech, tandis qu'Amazon confirme sa montée en puissance en France avec 25 000 salariés en CDI. Fnac Darty publie des résultats jugés rassurants pour le T1 2025. Dans le même temps, Kering accuse une baisse significative de ses ventes, tandis qu'Hermès et L'Oréal confirment leur résilience. En parallèle, l'Europe continue de serrer la vis sur les géants du numérique avec des amendes historiques infligées à Apple et Meta, tour d'horizon d'effets marquants. Retail, confirmation pour Fnac Darty, ambition XXL pour Amazon et Nose. Dans un paysage encore incertain, Fnac Darty se distingue par un premier trimestre encourageant, porté par la bonne tenue de la demande pour les produits techniques et une stratégie omnicanale maîtrisée. Le distributeur conforte ses fondamentaux. En parallèle, Amazon annonce franchir le cap des 25 000 salariés en CDI en France, soulignant une politique RH en rupture avec les clichés d'ultra-flexibilité. Un chiffre qui place le géant américain parmi les premiers employeurs du pays et illustre la solidité de son implantation sur le territoire. À l'autre bout du spectre, Nose, spécialiste du déstockage, affiche une ambition mondiale. L'enseigne entend devenir le leader mondial du secteur, misant sur une consommation plus attentive au prix et sur l'exploitation intelligente des invendus, un positionnement opportun en période d'instabilité économique. Luxe, quand Hermès et L'Oréal tiennent la barre, Kering tangue. Côté luxe, la semaine a révélé un net contraste entre acteurs. Kering publie un recul de 14% de son chiffre d'affaires au T1, impacté notamment par la mauvaise performance de Gucci, sa marque phare. En contrepoint, Hermès annonce l'ouverture d'un nouvel atelier de maroquinerie, le 27e en France, pour répondre à une demande mondiale toujours soutenue. La marque confirme ainsi sa stratégie de croissance maîtrisée et l'ancrage territorial. L'Oréal, de son côté, affiche des résultats solides portés par la Chine. Le groupe continue de capitaliser sur la montée en gamme de son portefeuille et sur l'attractivité croissante des produits de beauté premium dans les marchés asiatiques. Par ailleurs, deux tendances structurantes se dégagent. La montée en puissance de la seconde main dans le luxe, perçue comme un levier d'accessibilité, et l'image pour les marques et l'évolution des attentes des jeunes clients de plus en plus friands d'expérience et d'authenticité. Tech
et données, l'Europe frappe fort, Google temporise. La semaine a également été marquée par une offensive réglementaire inédite. La Commission européenne a sanctionné Apple 500 millions d'euros et Meta 200 millions pour infraction aux règles de concurrence et de protection des données. Ces décisions confirment une volonté politique assumée, replacer les plateformes dans un cadre de régulation plus strict, en particulier sur les questions d'accès aux données et d'abus de position dominante. Dans ce contexte tendu, Google a annoncé reporter la fin des cookies tiers dans Chrome, initialement prévu en 2024, un rétropédalage révélateur des tensions entre innovation publicitaire, protection des utilisateurs et incertitude juridique. Côté French Tech, Didomi, spécialiste du consentement et de la gestion des données, lève 72 millions d'euros pour accélérer dans un marché en pleine recomposition, une levée de fonds qui confirme l'intérêt croissant pour les solutions Privacy by Design. E-commerce, nouvelle dynamique logistique et consolidation en vue. Alors que le e-commerce poursuit sa mutation, InPost, partenaire logistique de Vinted, élargit sa couverture à de nouveaux pays européens. Le spécialiste des casiers automatiques entend renforcer sa place dans l'écosystème de la seconde main, un segment en forte croissance. La dynamique de consolidation se poursuit avec le projet de rachat de la plateforme Bazar Chic par le groupe propriétaire de Smallable, l'exception qui pourrait donner naissance à un acteur d'envergure dans les ventes événementielles et premium. Enfin, le marché du smartphone reconditionné, où la France se positionne comme leader européen, illustre une mutation profonde des usages combinant arbitrage économique et engagement environnemental, vers un retail plus durable, plus régulé et plus intégré au croisement de ces actualités. Plusieurs lignes de force émergent. La durabilité s'impose comme une norme, seconde main, reconditionnée, déstockage. La régulation du numérique s'intensifie, forçant les acteurs à revoir leur modèle. Et enfin, l'intégration verticale, qu'elle soit logistique, comme avec InPost, industrielle avec Hermès ou RH avec Amazon, devient un levier de performance autant qu'un rempart contre les incertitudes. E-commerce 2025, BNPL, durabilité, nouvelle tendance à lire sur e-commercemag.fr en date du 22 avril. Selon le rapport L'état du shopping 2025, publié par Scalapay, le marché européen du e-commerce a franchi le cap des 607 milliards d'euros en 2024, confirmant une dynamique de croissance qui devrait se poursuivre dans les années à venir. Le consommateur européen est devenu plus stratégique et exigeant face à l'inflation persistante et aux incertitudes économiques. Les habitudes d'achat ne cessent d'évoluer. Le rapport de l'état du shopping 2025 révèle que 65% des consommateurs se tournent désormais vers des marques plus abordables, tandis que 57% intensifient leur recherche de promotion en ligne. Cette prudence budgétaire s'accompagne paradoxalement d'un retour vers les magasins physiques. D'après l'étude, 64% des consommateurs déclarent passer davantage de temps dans les points de vente traditionnels, recherchant des expériences tangibles et des offres exclusives. Le triomphe du BNPL et la révolution des paiements, le Pay Now, Pay Later, BNPL, s'impose comme une méthode de paiement privilégiée, particulièrement au prix des millennials et de la génération Z. La méthode de paiement alternative, incluant le BNPL et les portefeuilles numériques, devrait représenter 82% des transactions mondiales de commerce électronique d'ici 2030, précise le rapport de Scalapay. Cette tendance doit attirer l'attention des plateformes e-commerce qui vont adapter leur infrastructure de paiement pour rester compétitives. Par ailleurs, dans un contexte de multiplication des fraudes en ligne et de développement de l'intelligence artificielle, la confiance est devenue un actif précieux. Le rapport indique que 79% des consommateurs mondiaux considèrent la confidentialité et l'authenticité
comme des préoccupations majeures, tandis que 60% affirment examiner plus minutieusement les informations en ligne avant d'effectuer un achat. Mode et luxe, le boom des dupes et de la seconde main. Le secteur de la mode connaît également une transformation significative avec l'essor des dupes, ces alternatives abordables aux produits de luxe et l'explosion du marché de l'occasion. Le rapport révèle que 54% des consommateurs déclarent acheter des alternatives économiques aux articles haut de gamme, une tendance confirmée par une étude Klarna qui annonce que 68% des consommateurs envisagent de mettre en vente davantage d'articles en 2025 qu'en 2024. Secteur en transformation, beauté, bien-être et habitat. L'industrie de la beauté montre également des évolutions notables avec une clientèle majoritairement jeune en Italie et légèrement plus mature en France ou en Espagne. Le marché du bien-être connaît quant à lui une véritable progression, notamment avec l'essor des médicaments pour la gestion du poids. L'habitat n'est pas en reste, avec une demande croissante pour les solutions d'ameublement multifonctionnelles et personnalisables. Les recherches Pinterest pour des designs muraux peints à la main ont augmenté de 60%, un indicateur de la montée en puissance de l'expression personnelle dans les choix de décoration intérieure. Innovation dans les méthodes de paiement, confiance digitale et expérience d'achat personnalisée sont désormais des éléments clés pour conquérir les consommateurs, déclare Simone Mancini, PDG de Scalapay, entreprise italienne devenue licorne et collaborant aujourd'hui avec plus de 8000 commerces en ligne et grandes marques européennes. Les jeunes et le luxe, une expérience qui évolue, à lire sur e-marketing.fr en date du 23 avril. Une étude menée dans 4 pays par Kantar et Altian pour Média Figaro sur les affluents, fans de produits luxe, livre des indicateurs sur leurs nouvelles aspirations à rebours de celles de la génération Z. Exit l'obsession de la possession, place à l'expérience et à l'innovation. Quels sont les nouveaux leviers de croissance pour les marques de luxe dans un contexte où elles sont beaucoup critiquées pour leur manque de transparence et l'inflation des prix ? S'interroge Cécile Lejeune, présidente de Kantar Insight, pour introduire la présentation des résultats d'une nouvelle étude exclusive menée par Kantar et Altian pour Média Figaro sur les nouvelles aspirations des clients du luxe en France, États-Unis, Chine et Émirats Arabes Unis. Mieux comprendre les audiences permet de mieux conseiller les marques, précise Aurore Daumont, présidente de Média Figaro. Quelles sont les attentes des jeunes affluents, les moins de 35 ans à haut revenu, de produits de luxe et leur mode de consommation ont-ils évolué? Selon l'étude présentée, face à une certaine fatigue du luxe, c'est-à-dire ralentissement des performances du secteur avec seulement un tiers des maisons en croissance en 2024 contre 95% en 2021 et 2022, les nouvelles opportunités portées par cette génération aisée de moins de 35 ans s'offrent aux marques. Le luxe se vit dans l'intensité. Première tendance, l'expérience du luxe est délinéarisée. Cette étude confirme qu'il ne s'agit pas d'un désintérêt pour le luxe, mais d'un profond besoin de transformation. Les jeunes affluents interrogent le sens, réclament de l'émotion, de l'innovation et une capacité des marques à se réinventer, analyse Françoise Hernaez, Head of Luxury, Kantar Insight France. Aussi, le luxe n'est plus seulement statutaire ou patrimonial, il devient une expérience à vivre ici et maintenant. Les jeunes affluents recherchent l'intensité de l'expérience, physique ou digitale, et expriment une véritable obsession pour la sensation. Ainsi, 43% prévoient d'augmenter leurs dépenses dans les spas, 40% dans les hôtels, 37% dans la gastronomie. Autre indicateur intéressant, 84% estiment que le luxe est avant tout une expérience incroyable en magasin. Les marques qui sauront scénariser des expériences immersives et créer des passerelles entre leur univers tireront leur épingle du jeu.
Les jeunes consommateurs plébiscitent les contenus riches et immersifs comme les vidéos, des défilés, les gestes des artisans et même les informations sur les démarches durables, précise Cécile Lejeune, la présidente de Kantar Insight France. Les parcours d'achat personnalisés, les jeunes consommateurs à haut revenu créent leur propre parcours d'accès au luxe en détournant les circuits traditionnels au profit d'usages libres et variés. Apparaissent ainsi dans leur écosystème les achats groupés où plusieurs personnes décident d'acheter un bien de luxe ensemble et de se le partager, ou encore l'achat en seconde main ou la location. En somme, le luxe se vit plus qu'il ne s'acquiert. Ces pratiques signent une désacralisation de la possession sans renoncer à l'envie de luxe, commentent les spécialistes. Les résultats indiquent que 28% achètent en seconde main, c'est même 41% en Chine, 20% ont recours à la location et 17% pratiquent le co-luxing, l'achat groupé entre amis pour un usage partagé. Ces nouveaux usages lancés par les plus jeunes semblent concerner également les consommateurs plus âgés. Le culte de l'innovation, troisième tendance, le besoin de se démarquer par des choix uniques et personnalisés. Ils sont 52% à trouver de l'inspiration dans la rue. L'étude montre une diversité des motivations des jeunes qui attendent des marques toujours plus d'innovation et de nouveauté. Ce luxe désuniformisé dessine une cartographie de motivation. Les explorateurs culturels sont les premiers, suivis des charismatiques festifs, des ambitieux prestigieux et des authentiques engagés. Cette délinéarisation des désirs incite à sortir d'une segmentation rigide pour proposer des expériences à géométrie variable, conseillent les auteurs de l'étude. Enfin, les jeunes influents, plus sévères que leurs aînés, ont tendance à boycotter les marques qui seraient épinglées sur leur impact sociétal ou environnemental. Ainsi, 67% d'entre eux sont prêts à sanctionner une marque qui échouerait sur le plan environnemental. Noz, notre objectif est clair, devenir le leader mondial de l'achat en déstockage, à lire sur republicretail.fr en date du 18 avril. Avec une croissance de 11% en 2024 et plus de 3 millions de clients mensuels, Noz confirme la solidité de son modèle. Marine Quick, directrice des opérations, détaille l'ambition de l'enseigne, devenir le leader mondial de l'achat de déstockage, en misant sur une stratégie d'achat opportuniste et ultra sélective. Comment s'est déroulée l'année 2024 ? Notre enseigne se porte bien. Noz s'impose à la fois comme le pionnier, le leader du déstockage en France comme en Europe depuis près de 50 ans. Nous comptons aujourd'hui 336 magasins sur le territoire français. En 2024, notre chiffre d'affaires s'établit à 793 millions d'euros, frôlant les 800 millions, soit une croissance à deux chiffres de 11% par rapport à 2023. Ce chiffre tient compte des ouvertures réalisées au cours de l'année. Il ne s'agit donc pas d'un périmètre constant. Tous les voyants sont au vert et nous poursuivons notre dynamique avec un rythme d'ouverture d'environ 2 magasins par mois, soit une vingtaine sur l'année. Nous enregistrons également une forte progression de la fréquentation. Plus de 3 millions de clients se rendent désormais chaque mois dans nos magasins, contre 2,6 millions auparavant. Cette hausse témoigne de l'attractivité croissante de notre modèle et de l'adhésion des consommateurs à notre promesse. Et cette dynamique se poursuit en 2025. Sur le mois d'avril et mai, nous prévoyons l'ouverture d'au moins 3 nouveaux points de vente. Vous insistez sur le fait que Noz est une centrale d'achat avant tout. En effet, les magasins sont notre mode de revente, mais la force de notre entreprise, c'est sa capacité d'achat. Nous avons des équipes partout dans le monde qui identifient des produits d'achat de lot en déstockage. Ces lots peuvent être constitués de fin de série, d'invendus, de dates courtes, de fin de collection. Ils sont ensuite valorisés par nos équipes marketing. C'est vraiment notre savoir-faire, la revente et la conséquence naturelle de notre puissance d'achat. Dans un contexte où beaucoup d'acteurs du retail sont en difficulté, y compris chez les discounters, comment vous positionnez-vous ?
Notre promesse, ce n'est pas le prix bas en tant que tel, c'est la bonne affaire, à la différence du discount pur, où le positionnement est basé sur des prix bas constants. Nous proposons des produits issus du déstockage à un prix décoté. Ce n'est pas du produit bas de gamme à bas prix, c'est un produit de qualité à prix cassé. On peut avoir de petits prix, mais aussi des articles moyens, voire haut de gamme, comme des pulls en cachemire. Ce qui compte, c'est la remise. Nos clients savent faire la différence entre un produit premier prix de moindre qualité, souvent fabriqué très loin, et un produit de qualité neuf, auquel on donne une seconde vie. Quel est votre panier moyen ? Il n'y a pas vraiment de pertinence chez nous, contrairement à la grande distribution. On ne maîtrise pas la part de chaque catégorie de produits. Un mois, on peut recevoir beaucoup de textiles, le mois suivant des produits de grande consommation. Cela influe fortement sur le panier moyen, il évolue constamment. En 2024, on peut estimer une répartition d'environ un tiers PGC, produits de grande consommation, un tiers bazar et un tiers textile. Mais ce n'est pas une stratégie ou une volonté de notre part, c'est simplement la conséquence de nos achats sur une période donnée. On ne cherche pas à équilibrer à tout prix entre les univers. Suivez-vous néanmoins les tendances de consommation ? Oui, mais notre logique reste opportuniste. Par exemple, nous avons acheté beaucoup de textiles récemment parce que c'est ce que le marché proposait, liquidation d'esprit, Bayard. Le textile est aussi un secteur où il y a souvent des restes de collection, des pointures ou des tailles isolées. Cela n'est pas figé dans le temps et peut évoluer à tout moment. Quelle est la durée de vie moyenne d'un produit en magasin ? Le cycle de vie est de 4 semaines maximum et il y a 2 raisons à cela. D'une part, respecter nos engagements vis-à-vis des fournisseurs pour que les produits ne restent pas en magasin trop longtemps et ne nuisent pas à leur propre réseau de distribution. Et d'autre part, inciter nos clients à revenir fréquemment. Les magasins sont livrés 3 fois par semaine en moyenne. Si les produits ne partent pas dans les 4 semaines, on applique des remises supplémentaires pour faire de la place aux nouveaux arrivages. Quelle est votre politique de prix selon les catégories et y a-t-il des segments que vous privilégiez ou au contraire que vous écartez ? La remise varie selon les catégories. En produits de grande consommation, on est plutôt sur du moins 30, tandis qu'en textile, cela peut atteindre jusqu'à moins 80%. Il n'y a pas de règle fixe. Notre service marketing positionne les prix en fonction du marché avec une exigence claire, être systématiquement moins cher que le prix le plus bas constaté en France. Si une enseigne affiche moins 50%, nous irons plus loin avec des remises de moins 55, moins 60, voire moins 70% selon l'intérêt du lot. Nous couvrons quasiment toutes les catégories à l'exception du frais. On trouve chez nous du surgelé, des bijoux, des montres et même de l'or et de l'argent. Il nous arrive aussi de proposer des produits plus premium, ce qui nous distingue clairement du discount traditionnel. Certaines opérations ont particulièrement bien marché, comme celles menées autour de marques comme Habitat ou Made.com. Il s'agissait d'articles neufs, souvent proposés avec des remises allant jusqu'à moins 60%. L'engouement était tel que les clients faisaient la queue en magasin, attendant les livraisons annoncées sur nos pages Facebook. Cela dit, ces opérations très visibles ne représentent qu'une petite part de notre chiffre d'affaires, moins de 10%. Justement, lorsqu'une marque fait faillite, votre entreprise de stock attire souvent l'attention des médias. Est-ce que cela soulève des enjeux en matière d'image ou de réputation pour votre enseigne ? Oui, c'est vrai qu'une partie de nos approvisionnements provient de déstockage liés à des difficultés économiques, redressement judiciaire, liquidation, sinistre. C'est l'une de nos sources historiques et cela fait partie intégrante de notre métier depuis près de 50 ans. Bien sûr, ce sont des situations que nous ne souhaitons à personne, mais notre rôle est d'y apporter une solution. Si nous rachetons ces marchandises, c'est parce que nous sommes le mieux-disant, celui qui en propose le meilleur prix. Et cet argent permet, dans bien des cas, de rembourser les créances ou de solder des dettes. Si ce n'est pas nous, ce sera un concurrent ou un autre acteur du rachat. C'est un rôle que nous assumons pleinement. Ce qui a changé sans doute, c'est la médiatisation. Depuis le Covid, des marques très connues ont disparu, ce qui attire davantage l'attention. Mais dans le fond, notre activité reste la même, faire ce que nous avons toujours fait. Tant que ce modèle fonctionne, nous continuerons. Comment fonctionne votre sourcing ? Travaillez-vous en direct avec les marques et les fabricants ? Et quel rôle joue votre école de formation interne dans cette approche ?
Oui, c'est une priorité pour nous. Nous avons vraiment à cœur de développer une relation de confiance avec nos fournisseurs sans passer par des intermédiaires. Nos acheteurs sont formés pour comprendre leurs besoins, savoir pourquoi ils déstockent, à quelle fréquence et quel type de marchandises ils peuvent proposer. L'objectif est d'établir une relation durable et transparente. Idéalement, on aimerait devenir une sorte de magasin d'usine pour toutes les marques. C'est dans cet esprit que nous avons mis en place, il y a plus de 20 ans, une école de formation interne. Elle vise à transmettre les compétences spécifiques au métier du déstockage, notamment l'art de la négociation. Proposer à un fournisseur de reprendre son stock ne se résume pas à un simple « vous avez du stock à déstocker ». Il faut adapter la bonne posture, l'amener à identifier lui-même ses invendus, ses fins de série. C'est une véritable approche, un savoir-faire qui s'apprend. Nos acheteurs y sont formés et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de bénéficier de la confiance de nombreux fournisseurs. Où en êtes-vous dans votre maillage territorial ? Nous n'avons pas de plan d'implantation prédéfini. Comme pour nos achats, nous fonctionnons avant tout par opportunité. L'ouverture d'un magasin ne part pas d'une cible géographique précise. Cela fait d'ailleurs plusieurs années que des clients nous sollicitent pour une ouverture à Marseille, par exemple, mais nous n'avons pas encore trouvé l'opportunité qui corresponde à nos critères. En moyenne, nos magasins s'étendent sur 1500 mètres carrés. Les prochaines ouvertures sont prévues à Mantes-la-Ville en avril, puis à Nîmes en mai. Historiquement, nous sommes plus implantés dans l'ouest et le nord, car c'est là que l'entreprise s'est développée. Le siège est basé à Mayenne, mais nous estimons que nous pouvons quasiment doubler le nombre de magasins. Nos magasins sont implantés en périphérie de villes moyennes et ce positionnement est pleinement assumé. Aller en centre-ville ne fait pas partie de notre stratégie. Notre modèle repose sur une clientèle qui vient en voiture et c'est ce fonctionnement qui a prouvé son efficacité. Vous avez fermé des magasins en 2022. Pourquoi ? Cela s'est passé après la période Covid, nos achats avaient diminué et certains magasins manquaient de marchandises. Nous avons donc pris la décision, une première pour nous, de fermer temporairement les points de vente les moins rentables afin de concentrer les volumes sur ce rester ouvert. Avec le recul, c'était la bonne stratégie. Tous ces magasins ont depuis rouvert. Le fait d'être propriétaire de nos murs nous a permis d'agir avec agilité. Et c'est une illustration concrète de notre capacité à nous adapter en fonction des volumes disponibles. Nous fonctionnons principalement en mandat de gestion. Cela signifie que nous fournissons la marchandise et le mandataire développe son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, presque tous nos magasins sont en mandat de gestion. Il en reste moins d'une vingtaine en intégré, mais l'objectif est d'atteindre les 100%. Nous avons testé les deux modèles et l'expérience montre que les mandataires, en véritables patrons de leur point de vente, sont plus engagés. Ils échangent avec les clients, organisent des animations, des nocturnes, ils développent leur activité comme de vrais commerçants. Cette implication se reflète directement dans les performances. Quelles sont les actions que vous mettez en place pour générer du trafic en magasin ? Notre premier levier, c'est le produit et le prix. Nous ne pouvons pas mener de campagne de communication classique car nous avons des accords de confidentialité avec nos fournisseurs. Il est exclu de communiquer sur les marques que nous revendons. Des exceptions existent comme pour Bayard ou Habitat. Lorsqu'il s'agit d'informations déjà publiques, en dehors de ces cas, nous restons discrets. En revanche, notre présence sur les réseaux sociaux est un véritable relais de trafic. La page Facebook de Noz, celle animée par les mandataires, notre compte Instagram qui compte plus de 189 000 abonnés et les communautés comme les Noz Addicts qui réunissent plus de 300 000 membres. Ce sont eux finalement qui font venir les clients en magasin. Comment accompagnez-vous cette dynamique sur les réseaux sociaux ? Nous n'en sommes pas à l'origine, mais nous la relayons, nous publions sur nos réseaux officiels, dans le respect de notre charte graphique. Cela dit, les publications les plus virales viennent de nos clients. Nous ne faisons pas appel à des influenceurs, ce n'est pas notre stratégie. Nous sommes une enseigne de déstockage et investir dans les opérations d'influence irait à l'encontre de notre modèle. Nous ne rajoutons pas d'artifice. Quant à la parole spontanée de nos clients, nous la laissons totalement libre. C'est authentique, non rémunéré, c'est précisément ce qui plaît, même sans budget dédié, cela nous offre une belle visibilité. Quels sont aujourd'hui vos grands chantiers, notamment en matière de croissance ou de digitalisation ?
Notre priorité est de poursuivre notre croissance avec un objectif clair, devenir le leader mondial de l'achat en déstockage. Nous voulons continuer à transformer les invendus de nos fournisseurs en bonnes affaires pour nos clients et intensifier nos achats partout dans le monde. En revanche, la digitalisation ou la vente en ligne ne font pas partie de nos projets. Notre modèle repose sur l'achat de lots très hétérogènes avec des produits qui varient en taille, en quantité, en forme. Gérer cela en ligne serait extrêmement complexe, sans compter que nous ne pouvons pas communiquer sur les marques que nous revendons. La vente en ligne, c'est un tout autre métier. Notre vraie force, c'est l'achat et c'est sur ce savoir-faire que nous concentrons nos efforts. Kering, les ventes baissent de 14% au premier trimestre, plombé par Gucci à lire sur fashionnetwork.com en date du 23 avril. Le groupe de luxe français, toujours plombé par sa marque phare Gucci, a annoncé mercredi des ventes en baisse de 14% à 3,88 milliards d'euros sur le premier trimestre 2025 et redouble de vigilance pour surmonter les turbulences macroéconomiques. Comme nous l'avions anticipé, Kering a été confronté à un début d'année difficile, a déclaré son PDG, François-Henri Pinault, cité dans le communiqué. Nous redoublons de vigilance pour surmonter les turbulences macroéconomiques qui affectent notre industrie. Et je suis convaincu que nous sortirons plus forts de la situation actuelle, ajoute-t-il. Concernant les droits de douane américains, nous considérons que nous avons la capacité de protéger nos marges à travers les augmentations de prix, a souligné la directrice financière Armelle Poulou lors d'un échange avec les journalistes. Aujourd'hui, il y a encore énormément d'incertitudes, donc nous sommes en train de travailler dessus, a-t-elle ajouté. Au cours du premier trimestre, le chiffre d'affaires de Gucci chute de 24% à 1,57 milliard d'euros. Gucci continue à travailler au renforcement et au renouvellement de son offre avec une bonne réception des nouvelles lignes de sac à main sur Kering. Mi-mars, le groupe a annoncé la nomination du styliste Dema Gvasalia, venu de Balenciaga, et choisi comme nouveau directeur artistique de Gucci pour succéder à Sabato De Sarno, qui ne sera resté que 2 ans. Une décision qui n'a pas satisfait les marchés le lendemain. L'action Kering reculait de 11%. Les ventes d'Yves Saint Laurent sont en recul de 8% à 679 millions d'euros, alors que celles de Bottega Veneta progressent de 4% à 405 millions d'euros. Les ventes des autres maisons, Balenciaga ou Alexander McQueen, reculent de 11% à 733 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de Kering Eyewear atteint 476 millions d'euros et progresse de 4%, porté par la performance de l'Europe et la catégorie optique. Dans cette division, Kering Beauté réalise un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros en hausse de 6% comparable selon le communiqué. Géographiquement, la baisse est particulièrement marquée en Asie-Pacifique, moins 25%, en ligne avec le 4e trimestre, précise Kering. Kabaya change d'échelle avec un nouveau concept laboratoire au cœur du Marais, à lire sur republicretail.fr en date du 23 avril. Kabaya réinvente son modèle retail avec une boutique de plus de 190 mètres carrés dans le Marais. La marque de sacs à dos et d'accessoires de mobilité mise sur l'expérience augmentée pour renforcer sa relation client et préparer son expansion internationale. Avec sa nouvelle boutique parisienne, toujours située dans le Marais, Kabaya veut changer d'échelle et de ton. Plus grande que toutes les précédentes, elle marque un tournant dans la stratégie de la marque qui entre dans une nouvelle phase de son développement retail. Fini les formats compacts, dont le premier magasin historique de 32 mètres carrés, situé également dans le même quartier, qui atteignait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. La volonté à présent est d'avoir un espace plus scénographié, pensé pour évoluer et incarner l'univers de la marque de manière plus immersive. L'objectif n'est plus d'essaimer, mais de mieux faire.
On a couvert l'ensemble du territoire. Ce n'est plus une question de volume d'ouverture, mais de montée en gamme dans l'expérience proposée, précise Bastien Valency, cofondateur et CEO. Même son de cloche chez Émilien Foiret, cofondateur et CMO. Ce flagship nous sert de laboratoire pour tester tout ce qu'on veut déployer dans notre phase 2 de développement. Un concept plus serviciel installé dans l'ancien spa de la marque Luche. Le nouveau flagship situé rue Vieille du Temple dans le 3e arrondissement parisien incarne la montée en gamme de l'enseigne. Conçue en collaboration avec Retail 3D, la boutique a été transformée en 8 semaines. On y retrouve un agencement clair, des modules d'exposition pour plus d'autonomie des clients et une signalétique pédagogique. Le merchandising a été repensé en profondeur avec un mobilier modulable réalisé à partir de matériaux recyclés et recyclables. Point central de la boutique, 2 custom bars permettent au client de personnaliser lui-même son sac ou sa pochette. Le premier propose une sélection de modules à clipser, le second une série de patchs thermocollants avec d'ici la fin de l'année de la broderie assurée par un couturier également en charge des réparations. C'est un moyen de faire comprendre notre concept de manière active et intuitive. On veut que les gens s'approprient la marque par le geste, insiste Émilien Foiret. Un virage circulaire assumé, la boutique intègre également une nouveauté stratégique, un espace seconde main. Les sacs rapportés par les clients sont reconditionnés, nettoyés, vérifiés, puis remis en vente à 30% de réduction par rapport au neuf. Le tout assorti d'une garantie à vie inchangée et d'un bon d'achat à valoir sur un prochain article. On veut démontrer qu'un produit Kabaya peut avoir 2 vies et rendre cette démarche désirable en boutique, pas uniquement en ligne, précise Bastien Valency. Autre nouveauté, l'atelier de réparation en phase de test. Il permettra d'observer si les clients adhèrent à cette logique servicielle, qu'il s'agisse d'une sangle à recoudre ou d'un zip à ajuster. Un enjeu d'image autant que de relations clients. Moins d'1% des sacs sont aujourd'hui retournés pour défaut, mais la réparation pourrait devenir un marqueur différenciant fort dans un univers de plus en plus attentif à la durabilité. Faire de la boutique un média. Kabaya pousse aussi l'expérientiel plus loin avec plusieurs dispositifs interactifs. Un espace photo permet de se mettre en scène avec son nouveau sac dans un décor au code de la marque. Un miroir pivotant offre une vue de dos pour mieux visualiser le rendu porté. Et de manière astucieuse, une structure métallique reproduit les gabarits des compagnies aériennes, notamment low cost aux exigences strictes, pour tester ses bagages cabine en situation et de pouvoir ainsi si son ordinateur rentre. La mise en avant des produits suit la même logique. Un mur entier est consacré aux best-sellers Adventurer qui génèrent 40% des ventes de la marque. Les éditions limitées comme la capsule actuelle avec The Feebles, studio créatif français, occupent une place centrale et les références les plus demandées comme les cross-body ou les nano-bags sont stockées en profondeur pour répondre à la demande. Les nouveautés prévues telles qu'une valise souple à 4 roues ou un sac étanche plus technique s'inscrivent dans la continuité d'un dialogue permanent dans la co-construction avec les clients. Un réseau stabilisé et une marque à affiner avec 43 boutiques à date, dont 35 en France et 4 nouvelles ouvertures prévues en Allemagne cette année et une nouvelle en Belgique. Kabaya assume un recentrage stratégique dans certaines villes. Nous pouvons potentiellement regrouper 2 petits points de vente en un seul plus grand pour gagner en efficacité en image, précise Bastien Valency. Montpellier pourrait être le premier terrain d'application de ce nouveau format. À l'international, le cap est clair. Croissance maîtrisée et ciblée. L'objectif est d'ouvrir dans des pays frontaliers, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, d'ici fin 2025, avant d'envisager l'Espagne en 2026. L'enseigne exclut pour l'instant les États-Unis, trop risqué, trop lourd. Le focus fait l'efficacité, tranche Émilien Foiret. Un modèle à l'équilibre, rentable depuis ses débuts. Kabaya affiche un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros sur l'exercice 2023-2024. L'objectif est de franchir les 120 millions sur l'année à venir.
Le mix de distribution reste équilibré, 40% des ventes en ligne, 35% en wholesale et 25% en retail. L'omnicanalité est bien ancrée et la marque active des leviers marketing diversifiés, de l'acquisition digitale aux campagnes médias plus classiques en passant par des pop-up très ciblés. La boutique du Marais doit permettre d'amplifier ce modèle et d'augmenter son chiffre d'affaires de 20 à 25%. On cherche à tirer plus de valeur de chaque point de contact. La surface n'est qu'un levier parmi d'autres pour proposer une meilleure expérience, mieux scénariser notre offre et créer plus d'engagement, conclut Bastien Valency. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.